Je tiens également à remercier les organisateurs pour m'avoir invité et participer et m'avoir donné l'occasion d'échanger avec vous au sujet des principales règles juridiques régissant l'environnement de l'investissement au Maroc. Alors, cette présentation aura comme objectif principal de brosser un tableau un peu général sur les principales tendances du droit des affaires au Maroc et de manière générale du cadre juridique et fiscal de l'investissement au Maroc et identifier les principales normes qui doivent être prises en compte par les investisseurs au moment de réaliser leur investissement au Maroc et puis surtout identifier et déceler les principales tendances de l'évolution de ce cadre juridique courant ces dernières années afin d'identifier ce qui a été fait et ce qui reste à faire pour les années à venir. Présentation. Au Maroc, l'investissement privé est ouvert de manière totale aux étrangers, sans aucune limitation aux contraintes quant à la présence de nationaux dans le capital des sociétés concernées, sous réserve de certains secteurs spécifiques soumis soit à des réglementations particulières, soit à une autorisation préalable. Je cite essentiellement le secteur agricole. Donc, l'acquisition de la propriété immobilière en matière agricole ne peut pas être détenue à 100% par des étrangers. Donc, si c'est une personne physique, il faut qu'elle soit marocaine. Si c'est une personne morale, il faut qu'au moins 51% du capital soit détenu par une personne marocaine, de nationalité marocaine. Ceci dit, c'est une réglementation. Le choix a été opéré aujourd'hui de revenir sur cette réglementation qui a des origines historiques et nous dirigeons vers une libéralisation également de ce secteur très prochainement, puisqu'il semble qu'un projet de loi est en cours de préparation pour faire sauter ce verrou et notamment dans le but d'encourager l'investissement étranger en matière agricole. Ceci dit, il y a beaucoup d'investissements étrangers en matière agricole qui passent notamment par des baux amphithéotiques, donc des baux de longue durée. Au Maroc, c'est entre 10 et 50 ans, donc ce qui permet aujourd'hui à des sociétés étrangères investissant dans le secteur agricole au Maroc d'avoir des baux de longue durée de 50 ans, ce qui est largement suffisant pour pouvoir, le bail amphithéotique étant un droit réel, il permet pratiquement au même titre qu'une autre propriété de lever les financements nécessaires auprès des établissements bancaires pour la réalisation de l'investissement et de doter cet investissement de la sécurité juridique nécessaire. Le deuxième secteur aussi qui souffre de certaines limitations en rapport avec la nationalité est le secteur de la pêche maritime. Pour le reste, tant au niveau industriel que touristique et au niveau du commerce et des services, ces secteurs sont complètement ouverts à l'investissement privé, qu'il soit d'origine nationale ou internationale, dans les mêmes conditions et sans aucune disposition particulière relative à la nationalité. Alors, le processus de création des entreprises a été le premier levier sur lequel on a essayé de travailler. Il s'agissait dès le départ d'agir sur deux fronts. Le premier concerne la procédure, il faut la simplifier et la fluidifier. Et le deuxième, il concerne les règles de fond en essayant de simplifier aussi autant que faire se peut ces règles et d'éliminer ou supprimer certaines exigences qui peuvent paraître non nécessaires et ayant un impact négatif en termes de temps sur la réalisation de la procédure de création de l'entreprise. Alors, on a commencé par la mise en ligne du processus d'obtention de certificat négatif, c'est-à-dire le nom de la société. On a commencé aussi par la mise en place des guichets uniques à travers les centres régionaux d'investissement qui existent au niveau de chaque ville et chef-lieu de région et donc qui permet au niveau de ces guichets de concentrer toutes les procédures devant être effectuées auprès des différentes administrations concernées dans l'acte de constitution d'une société, c'est-à-dire le registre de commerce, la sécurité sociale, les impôts, etc. Donc, on a tout concentré au niveau de ces guichets uniques. On a aussi procédé à la simplification de certaines règles de fond, par exemple au niveau des sociétés à responsabilité limitée,
on a aboli l'exigence qu'il y ait un capital social pour créer une SARL. Donc, on a commencé dans un premier temps par la réduction à un capital minimum de 10 000 dirhams, soit 1 000 € approximativement. Et puis, là, on est passé à un deuxième stade qui a permis aujourd'hui de constituer une SARL sans qu'il y ait un apport en capital à la Constitution. On a aussi simplifié le processus de constitution des sociétés anonymes en enlevant l'exigence du blocage des apports de fonds lorsque le capital de la société n'est pas supérieur à un montant de 100 000 dirhams, c'est-à-dire approximativement 10 000 €. Avant cette réforme, à l'occasion de la création de chaque société anonyme ou même d'une SARL, chaque fois qu'il y avait un capital à apporter, ce capital devait être bloqué au niveau d'un compte créé au nom d'une société en cours de constitution, ce qui faisait qu'une fois conçue la société, il fallait passer à une deuxième procédure de déblocage de ce compte, ce qui parfois était gênant et pouvait provoquer des retards qu'on a jugés comme non nécessaires et superflus. Donc, le législateur a estimé bon et a procédé à la suppression de cette exigence, sauf lorsque le capital d'une société est supérieur à 100 000 dirhams. Et en troisième lieu, on a procédé aussi à la mise en place d'une nouvelle loi qui a été insérée dans le Code de commerce relative à la domiciliation des sociétés et qui a clarifié les conditions de domiciliation des sociétés lorsqu'elles sont dans un processus de constitution. On s'est rendu compte qu'un bon nombre de sociétés, lorsqu'on était dans la phase de démarrage de leur investissement, elles n'avaient pas encore opté pour un lieu définitif d'installation à titre de propriétaire ou de locataire. Et donc, le fait de ne pas pouvoir domicilier les sociétés avant de choisir définitivement le lieu où elles vont opérer était un facteur qui retardait sensiblement le processus de création des entreprises. Et donc, il y a une loi qui a facilité et simplifié et clarifié le rôle des parties à un contrat de domiciliation. Mais ce n'est évidemment pas suffisant. Pour ce faire, on a lancé un programme qui s'appelle le Créole, de la création des entreprises en ligne. L'objectif étant aujourd'hui d'atteindre un stade permettant de faire une procédure de constitution de la société de manière complètement dématérialisée à partir de chez soi et en cliquant simplement sur son ordinateur. Cette procédure sera bientôt opérationnelle. Une loi a été adoptée dans ce sens, c'est la loi 87-17 et la loi aussi 88-18. Elles ont permis la création et la gestion d'une plateforme électronique relative à la gestion à la création des entreprises et aussi aux inscriptions modificatives sur les entreprises une fois constituées. Elles ont aussi permis de créer une base de données centralisée au niveau du registre de commerce central. Elles ont permis aussi à toutes les administrations impliquées dans le processus de création d'une entreprise, à savoir l'administration fiscale, la sécurité sociale, la douane, etc., d'interagir avec cette plateforme électronique afin de réaliser les procédures y afférentes. Donc, ce dispositif a été adopté. La solution technique elle a été implémentée. Il ne reste aujourd'hui qu'à la rendre opérationnelle en adoptant le décret d'application, lequel était prêt, mais qui a souffert d'un léger retard depuis qu'on est dans cette phase assez particulière de la pandémie Covid-19 et qui avait aussi souffert d'un retard dû à la nécessité d'adapter la réglementation marocaine relative à la signature électronique. Cette exigence a été faite puisque le Maroc a adopté dernièrement une nouvelle loi concernant la sécurité des transactions par voie électronique, dont cette exigence a été satisfaite. Il ne reste plus aujourd'hui aucun obstacle ou empêchement d'ordre légal ou réglementaire, même d'ordre technique. Nous n'attendons que l'adoption et la mise en œuvre du décret d'application pour que la création des entreprises soit complètement dématérialisée. Dans le même ordre d'idée, quelques années auparavant, déjà en 2004, le Maroc a adopté un code du travail qui permet aujourd'hui au niveau d'un seul code de disposer de toutes les normes et les règles juridiques régissant tant la formation du contrat que son exécution par l'employeur et l'employé, que sa résiliation pour une raison ou pour une autre. Donc, c'était un acquis important par rapport à la période antérieure où toutes ces opérations étaient régies par différents textes
difficile à identifier et avec des contradictions parfois. Donc, ce Code du travail a apporté un certain nombre d'ajouts significatifs. Il a clarifié le type des contrats auxquels peuvent avoir recours les parties, c'est-à-dire l'employeur et l'employé. Donc, c'est un contrat à durée indéterminée qui est le principe de droit commun, ou le contrat à durée déterminée dans certains cas spécifiques, ou le contrat pour la réalisation d'un travail déterminé, par exemple un contrat de chantier, dans certains cas spécifiques, aussi. Alors, très récemment, le Maroc a adopté une réforme du Code du travail qui a permis de clarifier davantage les conditions de recours par les parties à un contrat de travail à durée déterminée. Dans le même cadre, cette réforme avait permis de clarifier les conditions d'indemnisation des salariés en cas de rupture du contrat de travail par l'employeur. Cette réforme a eu l'avantage, par rapport à la situation antérieure, de permettre à l'employeur d'identifier, au moment où il prend la décision de résilier le contrat de travail de son salarié, d'identifier exactement à l'avance quel est le risque maximum qu'il encourt en cas de paiement des indemnités, au cas où demain le licenciement soit considéré par le tribunal comme un licenciement abusif. Ce qui n'était pas le cas dans la législation antérieure, où la fixation des indemnités était laissée à la libre appréciation des. L'autre pavé sur lequel je souhaite aussi m'arrêter est celui relatif à l'accès au financement. C'est évidemment un pavé et une rubrique extrêmement importante. Disons, c'est le nerf de la guerre de tout processus d'investissement, c'est de pouvoir accéder par l'investisseur au financement nécessaire pour que les établissements bancaires et financiers de manière générale puissent financer l'investissement totalement ou partiellement. Alors, à l'instar de ce qu'on a vu au niveau du droit de propriété immobilière, qui est un levier important pour l'octroi des financements bancaires, on a identifié certaines lacunes et certaines failles au niveau de la propriété immobilière, qui ne disposait pas au Maroc du cadre juridique permettant d'utiliser les sûretés mobilières comme un levier de financement des investissements nécessaires. C'est dans ce cadre-là que le Maroc a adopté récemment une loi sur les sûretés mobilières qui se caractérise essentiellement par une meilleure définition des sûretés et de quasi-sûretés mobilières, un élargissement de leur cadre, la précision et l'identification des conditions de réalisation de ces sûretés, ce qui permet aux établissements financiers de réaliser ces sûretés de manière plus simple, et plus rapide et plus transparente si besoin est, c'est-à-dire si le débiteur est défaillant, de mettre en place des mécanismes de réalisation de sûreté simplifiés, notamment à travers l'attribution conventionnelle, c'est-à-dire en permettant aux créanciers de réaliser les sûretés si le débiteur est défaillant sans passer par une procédure de vente par voie judiciaire et en s'attribuant directement le bien immobilier ou en procédant à sa vente directement, mais de manière privée, directe, sans passer par une vente par voie judiciaire. Et aussi et surtout, à travers la mise en place d'un registre national électronique des sûretés mobilières, qui fait qu'aujourd'hui, au Maroc, on dispose d'un référentiel, c'est ce registre électronique, accessible à tout le monde, qui permet d'aller sur ce registre par voie électronique et d'identifier de manière précise et très claire quelle est la situation juridique exacte des sûretés mobilières de cette société à date d'aujourd'hui. Sont-elles nantis? Font-elles l'objet d'un gage? Y a-t-il une autre sûreté? Y a-t-il une procédure de réalisation de nantissement, etc. Et donc, c'est un processus qui permet une transparence totale et une simplification et une accessibilité à l'information nécessaire pour que les établissements financiers puissent accéder et consentir les financements sollicités par les investisseurs. Ce processus aujourd'hui est déjà opérationnel puisque le registre national suscité a été mis en place et est déjà opérationnel et fonctionne de manière assez normale dans la mesure où tout le monde, toutes les parties intéressées peuvent y accéder. Un autre point tout aussi important est celui qui concerne l'exécution des contrats et notamment les délais de paiement. L'exécution des contrats et les délais de paiement.
Donc, la problématique des délais de paiement est l'une des principales problématiques que connaît le Maroc. Les délais de paiement interentreprises, ils sont assez lents, ils doivent être améliorés et ils sont parfois source source de création de situations rendant compromis la situation de la société et peut-être même causant sa perte définitive. Alors, il y a eu plusieurs réformes. Il y a eu une première réforme de 2013-2014 qui a instauré le principe du paiement, le principe que toutes les créances interentreprises doivent être payées dans un délai maximum de 60 jours et en cas d'absence de clause contractuelle et maximum de 90 jours en cas d'existence d'une clause contractuelle. Ça veut dire que les parties ne pouvaient plus se mettre d'accord sur un délai allant au-delà de 90 jours. Et en instaurant le principe du paiement de l'intérêt moratoire si, passé le délai légal ou contractuel, la dette n'était pas payée par la partie débitrice. Cette réglementation avait une limite très importante, c'est qu'elle excluait de son périmètre et de son champ d'application, elle excluait les marchés publics. Donc l'État, les collectivités locales et les établissements publics. Or, compte tenu de l'importance et du caractère structurant des marchés publics dans l'économie marocaine, cette disposition vidait partiellement cette réglementation de son sens, ou au moins en limiter l'impact. C'est pour ça qu'une réforme est intervenue en 2016 et qui s'est traduite par l'extension du champ d'application de la loi, notamment par l'extension du champ d'application de la loi au marché public, aux établissements publics et aux collectivités locales. C'est une évolution importante, mais l'expérience a démontré que le problème est encore loin d'être résolu et une réflexion est lancée en ce moment même sur la nécessité d'aller beaucoup plus loin et de mettre à jour cette réglementation pour réduire de manière significative les délais de paiement interentreprises. Toujours dans le volet exécution des contrats, l'un des aspects les plus significatifs est le fonctionnement de la justice et notamment de la justice commerciale. Alors, comme j'ai évoqué tout à l'heure, depuis 1998, le Maroc dispose d'un certain nombre de tribunaux de commerce et de cours d'appel commercial, qui fait que tous les litiges ayant un caractère portant sur des contrats commerciaux impliquant des sociétés, dont la valeur est supérieure à 20 000 dirhams, c'est-à-dire 2 000 euros, l'équivalent de 2 000 euros, doivent être portés devant la juridiction commerciale compétente. L'objectif, depuis le début, a été d'améliorer la célérité de traitement des dossiers à caractère commercial, de ne pas s'ouvrir pour qu'ils souffrent moins des lenteurs et des lourdeurs propres propres à la justice et notamment aux tribunaux de première instance qui sont encombrés de dossiers aussi relevant d'autres matières comme la matière civile, immobilière, pénale, etc. Et puis surtout aussi de disposer d'une justice commerciale spécialisée, donc permettant d'améliorer la qualité des jugements rendus en la matière. Donc, beaucoup d'efforts ont été déployés en la matière depuis des années. Les délais nécessaires pour rendre un jugement en matière commerciale se sont améliorés de manière significative, mais on est encore loin des objectifs escomptés. C'est pour ça qu'aujourd'hui, il y a le nouveau challenge qui sera mis en place dans les mois qui viennent, puisqu'il y a un projet de loi, un avant-projet de loi qui est en cours de discussion, qui devrait être mis dans le circuit législatif incessamment sous peu. C'est la réforme permettant aujourd'hui de dématérialiser un certain nombre de procédures judiciaires, notamment toutes les procédures relatives à la notification et à l'exécution et aux échanges entre avocats et tribunaux, ce qui permettra sans aucun doute de réduire de manière significative le délai de traitement de ces dossiers.
Pour ce qui est du volet fiscal, qui est aussi très, très important dans l'acte d'investir, qui est l'un des volets les plus importants, je dirais. Lorsqu'un investisseur souhaite investir au Maroc et dans tout autre pays, ce volet est important. Donc, pendant la première décennie des années 2000, le Maroc, surtout pendant la période allant de 2005 à 2010, le Maroc avait consenti des efforts, notamment au niveau de la fiscalité des revenus, en faisant baisser le taux marginal de l'impôt sur le revenu progressivement pour passer de 44 à 38%, et surtout en relevant les différentes tranches de l'impôt sur le revenu, ce qui a permis d'améliorer le pouvoir d'achat des classes moyennes. Mais depuis l'année 2010, et toujours dans le contexte que j'évoquais tout à l'heure d'amélioration du climat général des affaires, le Maroc s'est orienté vers des réformes progressives relatives à l'impôt sur les sociétés. C'est dans ce cadre-là qu'on est passé d'un impôt sur les sociétés de 35%, quelle que soit leur taille, quel que soit le bénéfice réalisé, quel que soit le secteur, avec quelques exceptions concernant le régime propre aux activités et aux sociétés exportatrices. On est passé ces dernières années à un IS progressif. C'est une réforme majeure de mon point de vue en matière d'équité fiscale. Donc, le Maroc, premièrement, il a baissé le taux marginal de l'IS, qui est passé de 35 à 31, et il l'a rendu progressif. C'est ainsi qu'aujourd'hui, nous avons, en matière de droit commun, un IS de 10%, nous payons un IS de 10% lorsque le bénéfice réalisé est inférieur à 300 000 dirhams, 30 000 dollars, ou 30 000 euros, plus ou moins approximativement. Il est de 20% lorsque le bénéfice est situé entre 300 000 et 1 million de dirhams. Donc, c'est l'immense majorité des très petites et moyennes entreprises. Et il passe à 31%. C'est le taux le plus élevé pour le bénéfice supérieur à 1 million de dirhams. Étant entendu que ce bénéfice est progressif, ça veut dire que si on a, par exemple, un bénéfice, cet impôt est progressif, ce qui veut dire que si on a un bénéfice de 1,5 million, on ne paie pas 31% sur tout le bénéfice, mais on paie le taux correspondant à chacune des tranches que j'ai évoquées tout à l'heure. Alors évidemment, il y a le secteur bancaire, le secteur financier qui a une fiscalité particulière puisqu'il paie un IS de 37%. Alors, très récemment, le Maroc est dans le cadre du développement de son secteur industriel et notamment des secteurs qui font partie de ce qu'on appelait les métiers mondiaux du Maroc, donc surtout l'industrie automobile, l'aéronautique et toute l'industrie de la sous-traitance qui va avec. Le Maroc a adopté depuis 2 ans une fiscalité spécifique au secteur industriel, puisque le taux de l'IS a été ramené à 28%. Donc, on paie au niveau de l'IS un taux moins élevé que si on intervient dans le secteur des services ou des commerces. Je parle bien entendu du taux marginal. Parallèlement, il y a un régime spécifique aux activités exportatrices hors zone franche qui réalisent un chiffre d'affaires en devise, en ce compris donc les hôtels et les établissements touristiques. Donc, toute la partie chiffre d'affaires en devise bénéficie et soumise à un IS de 20% au lieu de 31%. Ça rentre dans le cadre d'une politique d'encouragement à l'export. Et finalement, nous avons un troisième cadre fiscal spécifique à ce qu'on appelait avant les zones franches d'exportation et qu'on appelle maintenant depuis 1 an les zones d'accélération industrielle. Donc, c'est des zones franches c'est des zones industrielles nouvelle génération qui sont situées essentiellement dans le nord à Tanger, à Kénitra et à Casablanca, mais d'autres verront le jour dans le futur, qui reçoivent beaucoup d'investissements industriels, notamment dans le secteur de l'automobile, mais pas que dans ce secteur, et qui bénéficient d'une fiscalité particulière qui se traduit par une exemption d'IS pendant les 5 premières années d'activité et par le paiement
d'un taux spécifique équivalent à 15% au-delà de la 5e année. C'est un dispositif qui concerne aussi, pas seulement les zones industrielles, mais qui a aussi été répercuté de manière plus ou moins équivalente pour la zone dénommée Casablanca Finance City, qui est une zone qui était avant une zone franche à caractère financier et de services, où sont installées essentiellement les sociétés développant des actifs financiers et de services destinées essentiellement au continent africain et aux investissements réalisés à partir du Maroc vers nos pays amis africains. Il y a énormément d'autres dispositions, beaucoup d'autres réformes qui ont été adoptées. Et il est très difficile aujourd'hui de rentrer dans le détail de chacune de ces normes et de ces dispositions. Je reste bien évidemment à votre disposition pour répondre avec de plus amples détails, aussi bien sur les points qui ont été soulevés à travers cette présentation que pour éventuellement d'autres questions d'ordre juridique concernant l'environnement des affaires au Maroc que vous pourrez soulever et qui pourraient être intéressants pour toute personne envisageant d'investir au Maroc. Et je vous remercie pour votre attention.